La fiancée de mon frère m'a dit, tu es banni du mariage. La maison de grand-mère est vendue. Tu ne reçois rien. Puis, le vieil avocat de grand-mère a chuchoté, ne vous inquiétez pas, elle n'a aucune idée de ce qu'il y a dans ce dossier. Tu n'es même pas invité au mariage de ton propre frère. Pensais-tu vraiment que Daniel choisirait le sang plutôt que la femme qui va réellement lui offrir un avenir? Ces mots me sont parvenus à travers une table à manger que j'avais dressée de mes propres mains, dans une maison que j'avais nettoyée chaque samedi pendant 12 ans, 2 jours après avoir enterré la seule grand-mère que j'ai jamais vraiment eue. Je suis Hazel. J'ai 31 ans et je suis infirmière en soins palliatifs dans une petite ville du nord du Vermont depuis 8 ans. Le genre d'endroit où le restaurant écrit encore les plats du jour sur un tableau noir et où le bureau de poste ferme pendant 2 heures au déjeuner. J'ai grandi là-bas. J'ai appris à conduire sur les routes de campagne verglacées là-bas. J'ai tenu la main de ma grand-mère là-bas pendant qu'elle s'éteignait dans la chambre à l'étage de la maison où elle vivait depuis 1962. 3 jours avant ce dîner, ma grand-mère est morte à la maison sur la courte pointe qu'elle avait cousue l'hiver où ma mère était enceinte de mon frère. Elle avait 86 ans. Elle était malade depuis presque 1 an. J'avais pris un congé de mon volume de cas habituel pour être avec elle toutes les nuits, et c'est moi qui avais appelé le salon funéraire quand tout a été fini. Mon frère Owen était passé 2 fois pendant ces derniers mois. 2 fois. Une fois à Pâques et une fois quand sa fiancée a voulu voir la propriété. La fiancée, elle s'appelait Sabine, et elle avait emménagé dans notre ville depuis la région de Hartford il y a environ 1 an et demi, de la même façon qu'un faucon s'installe dans un champ rempli de souris. Elle avait 28 ans, elle était belle d'une manière soignée qui prenait 2 heures chaque matin, et elle s'était accrochée à mon frère moins d'1 mois après l'avoir rencontré à la banque où il travaillait comme agent de crédit. En moins de 6 mois, ils étaient fiancés. En moins d'1 an, elle portait les perles de ma grand-mère à Thanksgiving sans que personne ne les lui ait offertes. J'aurais dû voir ce qu'elle était. Je pense qu'une partie de moi l'a vue, mais Owen était mon petit frère, et il était à la dérive depuis que nos parents étaient morts dans un accident de voiture il y a 11 ans, et je voulais tellement croire que quelqu'un l'aimait enfin assez pour l'ancrer. Je voulais cela pour lui. Le dîner où elle m'a dit ces mots était censé être un repas de famille, un petit repas. Owen, Sabine, moi, et notre grand-tante Pania, qui avait conduit depuis Burlington pour les funérailles de grand-mère et restait pour le week-end. J'ai préparé un rôti. J'ai fait le pain de maïs de grand-mère, la recette qu'elle m'avait apprise quand j'avais 9 ans, avec le bas-beurre, la graisse de bacon et la poêle en fonte qu'elle m'avait laissée dans un mot glissé dans la boîte à recettes. Je l'ai fait parce que je pensais que cela donnerait l'impression qu'elle était encore dans la pièce. Sabine est arrivée en retard en blanc, pas crème, pas ivoire, blanc avec un décolleté qui ne convenait pas à une semaine de deuil. Elle ne s'est pas excusée d'être en retard. Elle a posé son sac à main sur la chaise de salle à manger de grand-mère et s'est servi du vin avant que quiconque ne lui en propose. À la moitié du repas, alors que je passais encore les haricots verts, elle a posé sa fourchette et l'a dit. Pas à Owen, à moi. Avec le menton levé et la voix juste assez forte pour que tout le monde à la table entende. Elle m'a dit qu'Owen avait décidé que je ne ferais pas partie du mariage. Pas comme demoiselle d'honneur, pas comme invité, pas du tout. Elle a dit que la famille en avait parlé, et qu'ils étaient tous d'accord pour dire que j'étais, et je la cite, une présence épuisante. Elle a dit que la maison de grand-mère allait être vendue pour financer la lune de miel et la compte pour un logement à Boston, et qu'en tant que future Madame Owen, elle s'occupait de la succession. Elle a dit que je recevrais ce qu'il resterait après que les avocats auraient pris leurs honoraires, mais que je ne devais pas m'attendre à grand-chose car grand-mère avait toujours préféré Owen de toute façon. Je suis restée assise là. Je ne pouvais littéralement plus bouger. Ma fourchette était à mi-chemin de ma bouche, et je l'ai juste tenue là comme si quelqu'un m'avait mise sur pause. Et Pania, qui a 74 ans, mesure 4 pieds 11 pouces et est la femme la plus méchamment douce que vous ayez jamais rencontrée, a posé sa serviette très soigneusement. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient perçants, et elle a fait un tout petit signe de tête, comme pour dire, pas encore. Pas ici. Et je lui ai fait confiance parce que je l'ai toujours fait. J'ai regardé Owen, mon frère, l'enfant à qui j'avais appris à faire du vélo. L'enfant que j'avais conduit à la chimiothérapie pour un lymphome de Hodgkin quand il avait 16 ans et que nos parents étaient déjà partis. L'enfant qui s'endormait sur mon épaule pendant les orages. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé son assiette et il a dit, Sabine et moi avons beaucoup parlé de ça. Hazel, c'est mieux comme ça.
C'est ce qui m'a démoli plus que tout ce que Sabine a dit. Sabine et moi, comme s'il n'y avait plus de moi, comme si le nous qui avait été mon frère et moi pendant 30 ans avait été discrètement transféré vers elle. J'ai posé ma fourchette. J'ai demandé très calmement de qui était la décision de vendre la maison de grand-mère. Sabine a souri. Elle a vraiment souri, comme si elle avait attendu toute la soirée que je pose la question. Elle a dit que le testament était simple. Owen était le seul petit-fils de sang, et grand-mère lui avait tout laissé dans un testament qu'elle avait signé il y a environ 8 mois. Elle a dit qu'elle en avait une copie dans son sac à main si je voulais la voir. Elle l'a sortie. Elle l'a fait glisser sur la table de grand-mère, au-delà du pain de maïs. Je n'y ai pas touché. Je lui ai demandé où elle l'avait obtenue. Elle a dit que grand-mère la lui avait donnée personnellement, la seule fois où elle avait visité la maison, quand elles s'étaient assises ensemble et avaient parlé de ses souhaits. Elle a dit que grand-mère avait voulu s'assurer que son petit-fils ne manquerait de rien. Elle a dit que grand-mère lui avait dit qu'elle était un merveilleux ajout à la famille. Cela à propos d'une femme que j'avais entendu dire de sa propre bouche 3 semaines avant sa mort qu'elle ne faisait pas confiance à Sabine plus loin qu'elle ne pouvait la lancer. Et grand-mère pesait 92 livres à la fin. Je lui ai demandé si elle avait l'original du testament. Elle a dit que l'avocat l'avait, un cabinet à Boston qu'elle avait engagé pour gérer la succession. Elle a dit que l'exécuteur testamentaire était un de ses amis. Elle a dit que tout était déjà en marche. C'est à ce moment-là que tante Pania a enfin parlé. Elle a dit, « Ma chérie, pourquoi ne laisses-tu pas Hazel finir son dîner ?» Elle a passé une semaine très difficile. Et Sabine, qui s'attendait clairement à des cris ou des pleurs, a semblé déstabilisée pour la première fois parce que Pania l'avait dit de la façon dont on dit les choses à un enfant qui se comporte mal à l'église. Avec pitié, avec un couteau enveloppé dans du coton. Sabine s'est vite reprise. Elle m'a dit que j'avais jusqu'à la fin du mois pour vider ce que je voulais de la maison de grand-mère. Elle a dit qu'elle avait été généreuse de m'accorder autant de temps. Après cela, la société de vente de succession s'en occuperait. J'ai dit, merci pour le dîner. Je suis monté dans mon ancienne chambre, dans la maison où j'avais grandi, dans la maison où grand-mère nous avait recueillis, Owen et moi, la nuit où nos parents sont morts, et je me suis assise sur le bord du lit simple, et j'ai tremblé pendant environ 10 minutes sans faire un bruit. Quand je suis redescendu, Sabine et Owen étaient partis. Tante Pania faisait la vaisselle. Elle ne s'est pas retournée quand je suis entré. Elle a juste dit, prends la bouilloire, mon sucre. J'ai pris la bouilloire. J'ai fait du thé. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine que grand-mère avait achetée à une vente aux enchères en 1971. Et tante Pania a pris une gorgée et a dit, tu vas faire exactement ce que je te dis, et tu ne vas pas demander pourquoi avant que j'ai terminé. Elle m'a dit d'appeler un homme nommé Bertram Ollie à la première heure le lendemain matin. Il était le véritable avocat de grand-mère. Il avait été son avocat pendant 41 ans. Il avait un bureau au-dessus de la quincaillerie sur la rue principale, il n'avait pas de site internet et sa secrétaire était sa femme, et c'était le seul cabinet auquel grand-mère avait jamais fait confiance pour quoi que ce soit. Tante Pania a dit qu'il attendait mon appel. Elle a dit que grand-mère lui avait dit la dernière fois qu'elle s'était parlé que si quelque chose semblait anormal après son départ, je devais aller voir Bertram et seulement Bertram. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par si quelque chose semblait anormal. Elle m'a regardé par-dessus sa tasse de thé. Elle a dit, ma chérie, ta grand-mère était plus vive à 86 ans que cette fille ne le sera à 50 ans. Elle savait exactement ce qui allait arriver. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise dans le fauteuil de grand-mère dans le salon avec son plaid sur mes genoux, et j'ai passé en revue tous les souvenirs que j'avais de Sabine. La façon dont elle s'était renseignée de manière désinvolte sur la valeur de la maison lors de sa fête de fiançailles. La façon dont elle avait commenté plus d'une fois à quel point il était pittoresque qu'une femme de mon âge soit encore célibataire et si dévouée à son travail. La façon dont elle avait photographié chaque pièce de la maison, soi-disant pour trouver des idées, lors de cette unique visite. J'avais été tellement fraternel. Je lui avais appris la recette du pain de maïs de grand-mère un mardi après-midi pendant que grand-mère dormait à l'étage. Le lendemain matin, j'ai appelé Bertram Ollie à 7h45. Sa femme a répondu. Elle a dit, « Oh, ma chérie. » Birdie attendait. Il a dit, « Venez quand vous pouvez. Le café est prêt. » La quincaillerie sentait le bois et la poussière et était gérée par un homme nommé Monsieur Coltrain, qui me connaissait depuis que j'avais 4 ans. Il m'a fait signe vers l'escalier à l'arrière.
Le bureau à l'étage avait 2 fenêtres, un bureau couvert de papier, et Bertram au lit, qui avait environ 70 ans, des cheveux blancs qui refusaient de rester en place et des lunettes de lecture sur une chaîne. Il s'est levé quand je suis entré et a dit, « Hazel, je suis tellement désolé pour votre grand-mère. Elle était la meilleure cliente que j'ai jamais eue et l'une des meilleures femmes que j'ai jamais connues. » J'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Il m'a laissé faire. Il n'a pas cherché de mouchoir ni agi de manière maladroite. Il a juste attendu. Quand j'ai eu terminé, il s'est assis et a dit, « Maintenant, dites-moi ce que la fiancée de votre frère a fait hier soir. » Je lui ai tout raconté. Le testament, le dîner, l'expulsion, tout. Il a écouté sans rien noter. Quand j'ai eu terminé, il a ouvert un tiroir et en a sorti un dossier d'environ 3 pouces d'épaisseur. Il l'a posé devant lui. Il a dit, « Hazel, votre grand-mère et moi avons eu une conversation il y a presque 6 ans. Elle avait eu une attaque qui l'avait effrayée. Elle allait bien après, mais cela l'avait effrayée. Elle est venue ici et elle m'a dit qu'elle voulait organiser les choses de façon à ce que, peu importe ce qui arriverait, peu importe qui entrerait dans sa vie ou dans celle de votre frère, la maison et ses biens iraient là où elle voulait qu'ils aillent. Pas là où quelqu'un d'autre voudrait qu'ils aillent. » Il m'a dit que grand-mère avait créé une fiducie entre vifs révocable il y a 6 ans. La maison avait été placée dans la fiducie. Tout comme ses économies, qui étaient considérablement plus importantes que je ne l'avais jamais su. Tout comme une série d'obligations que mon grand-père avait achetées il y a des décennies et qu'il avait oubliées, ainsi qu'une terre agricole à l'extérieur de la ville qui appartenait à la famille depuis avant la Seconde Guerre mondiale. La fiducie avait un seul bénéficiaire, moi. J'ai dit que cela ne pouvait pas être exact. J'ai dit qu'Owen était aussi son petit-fils. J'ai dit qu'elle aimait Owen. Bertram a hoché la tête. Il a dit qu'elle aimait Owen, effectivement. Elle l'aimait profondément. Mais elle l'observait, Hazel. Elle l'observait bien avant que cette fiancée n'arrive et elle avait des inquiétudes. Il m'a dit que grand-mère avait créé un fonds distinct plus petit pour Owen, 200 000 € détenus en fiducie pour lui être versés par tranche liés à certaines conditions. Il devait être sobre pendant 2 ans, ce qu'elle avait discrètement suivi par l'intermédiaire de tante Pania, qui vivait assez près d'Owen pour le savoir. Il devait suivre un programme de conseil financier et il ne pouvait pas transférer, offrir ou mélanger les fonds avec un conjoint pendant les 5 premières années. Sabine, en d'autres termes, ne pouvait pas toucher un centime de cet argent. Le testament que Sabine agitait était réel dans un sens. C'était un ancien testament datant d'avant la fiducie. Il avait été annulé au moment où la fiducie avait été financée. Quiconque ayant des connaissances de base en droit des successions s'en serait rendu compte. L'avocat de Sabine à Boston soit n'existait pas, soit était un de ses amis prêt à faire quelque chose d'extrêmement stupide, soit Sabine avait simplement parié que je la croirais et que je n'insisterais pas. J'ai demandé à Bertram comment elle avait pu mettre la main sur l'Ancien Testament. Il a soupiré. Il a dit que grand-mère avait gardé une copie papier dans sa table de nuit, principalement pour des raisons sentimentales parce que mon grand-père était en vie quand elle l'avait signé. Sabine, lors de sa seule visite, avait probablement fouillé dans la chambre de grand-mère pendant que celle-ci était en bas. J'ai ressenti une sorte de nausée monter en moi, que je n'avais pas ressenti depuis la nuit où nos parents étaient morts. Bertram m'a versé du café. Il m'a laissé m'asseoir avec. Puis il a dit très doucement, « Hazel, il y a plus et cela va être plus difficile. » Il m'a dit que grand-mère lui avait demandé il y a environ 10 mois de se renseigner sur Sabine. Pas à la manière d'un harceleur, juste une vérification préalable de base. Elle avait un pressentiment. Elle a dit à Bertram qu'elle voulait savoir avec qui son petit-fils était sur le point de se marier. Bertram avait engagé un homme avec qui il avait déjà travaillé, un ancien enquêteur de l'État qui faisait ce genre de travail pour des clients âgés ayant des inquiétudes. L'enquêteur avait pris environ 3 mois. Il était revenu avec un dossier. Bertram a ouvert le deuxième tiroir. Il a sorti le dossier. Le vrai nom de Sabine n'était pas Sabine, c'était Sabrina. Elle avait grandi dans la banlieue de Hartford, la plus jeune de 3 enfants. Elle avait un mariage précédent enregistré au Rhode Island quand elle avait 23 ans avec un homme de 15 ans son aîné qui possédait une petite chaîne de pressing. Il était mort 4 ans après le début de leur mariage de ce qui était officiellement une crise cardiaque, mais qui avait été considéré comme suffisamment suspect par sa famille pour qu'il y ait eu un procès au civil. Sabine avait hérité de ses biens. Elle avait déménagé dans un autre État,
changé son prénom d'usage et était apparue dans notre ville il y a 1 an et demi. Entre-temps, elle s'était également fiancée à un homme dans le nord de l'État de New York pendant environ 8 mois jusqu'à ce que la mère de ce dernier engage son propre enquêteur et que Sabine disparaisse du jour au lendemain, emportant avec elle pour environ 30 000 € de bijoux. La mère n'avait pas porté plainte parce qu'elle était vieille et fatiguée et voulait juste que son fils s'éloigne d'elle. Je me suis assise dans le bureau de Bertram et j'ai regardé le dossier, les photos, le certificat de mariage, les coupures de presse de l'affaire du Rhode Island. J'avais l'impression de lire des choses sur une étrangère, sauf que cette étrangère était sur le point d'épouser mon frère et venait de me dire la nuit précédente que je n'étais pas la bienvenue au mariage. J'ai demandé à Bertram si grand-mère l'avait dit à Owen. Il a dit que non. Grand-mère l'avait voulu. Elle s'était torturée à ce sujet, mais elle était déjà malade à ce moment-là et faible, et elle avait eu peur qu'Owen réagisse de la manière dont il le faisait parfois quand on le protégeait de quelque chose de douloureux, il l'aurait repoussé. Alors elle avait donné le dossier à Bertram et elle lui avait dit, « S'il m'arrive quelque chose et que cette fille est toujours dans le décor, vous donnerez cela à ma petite fille. Hazel saura quoi faire. » J'ai pleuré à nouveau. Bertram a attendu à nouveau. Quand j'ai pu parler, je lui ai demandé ce que j'étais censé faire. Il a dit, « Hazel, vous êtes l'héritière de votre grand-mère. La maison est à vous. L'argent est à vous. La terre est à vous. Votre frère a un fonds qui l'attend sous des conditions spécifiques. Votre grand-mère vous a fait confiance pour gérer cela avec grâce et avec force. Cette fille pense qu'il lui reste 8 mois avant un mariage et un jour de paix. Il lui reste tout au plus 2 semaines avant que la vérité ne la rattrape, que vous la portiez ou non. Et je préférerais de loin qu'elle vienne de vous, dans le bon cadre avec des témoins, plutôt que d'un journal du Rhode Island que quelqu'un trouverait sur Internet. Je suis rentré chez grand-mère cet après-midi-là. Ma maison. Je me suis assise dans la cuisine pendant un long moment. Puis j'ai fait une liste. J'ai appelé ma meilleure amie, Dana, qui avait été ma colocataire à l'école d'infirmière et qui était maintenant infirmière aux urgences à 2 villes de là. Je lui ai tout raconté. Elle est venue en voiture ce soir-là. Nous nous sommes assises sur le porche de grand-mère, nous avons bu du vin et nous avons élaboré un plan. J'ai appelé tante Panilla. Elle a écouté. Elle a dit, bien. Maintenant, on cuisine. Elle est revenue de Burlington 2 jours plus tard avec une plaque de brioche à la cannelle et un carnet rempli de contacts familiaux, car tante Panilla savait exactement comment gérer un scandale familial dans le Vermont, en ayant elle-même survécu à 3. Je n'ai pas confronté Sabine. Je n'ai pas confronté Owen. Je suis restée silencieuse. Je l'ai laissé penser qu'elle gagnait. Elle est venue à la maison le samedi suivant avec un entrepreneur pour prendre des mesures. Je l'ai laissé entrer. Je lui ai fait du café. Je lui ai posé des questions sur le mariage. Elle s'est illuminée. Elle m'a parlé de la robe, du lieu, un vignoble près de Stowe, des 140 invités. Elle m'a dit que les amis d'Owen lui avaient déjà organisé un enterrement de vie de garçon très amusant, même si le mariage était dans 8 mois, parce qu'elle voulait que tout soit réglé à l'avance pour qu'il puisse se concentrer sur la lune de miel. Elle m'a dit qu'elle avait choisi une maison de ville à Boston sur laquelle ils allaient faire une offre dès que la maison serait vendue. Je lui ai demandé comment elle et Owen s'étaient rencontrés. Je n'avais jamais vraiment entendu toute l'histoire. Elle m'a raconté en grand détail comment elle était entrée dans la banque parce qu'elle était nouvelle en ville et qu'elle avait besoin d'ouvrir un compte, et qu'Owen l'avait aidée et qu'elle avait su immédiatement. Elle a utilisé le mot destin. Elle l'a dit sans aucune ironie. Je lui ai demandé où elle avait vécu auparavant. Elle a dit dans le Connecticut, juste dans le Connecticut. Vague. Je lui ai demandé si elle avait déjà été mariée. Elle a ri. Elle a dit, « Oh, mon Dieu, non. » J'attendais le bon. J'ai souri. J'ai dit, « Comme c'est charmant. » Je lui ai resservi du café. Après son départ, je me suis assise dans le fauteuil de grand-mère et j'ai cessé de me sentir triste pour commencer à ressentir quelque chose de plus silencieux et de plus dur. Qui était le sentiment d'une infirmière qui a vu trop de gens mourir parce que quelqu'un leur a menti au sujet de leurs médicaments. Le sentiment de « cela s'arrête maintenant ». Owen m'a appelé ce soir-là. Il avait l'air mal à l'aise. Il a dit que Sabine lui avait dit que j'avais été vraiment adorable aujourd'hui et que nous pourrions peut-être tous repartir à zéro. Il a dit qu'il espérait que je comprenais que cette histoire de mariage n'était pas personnelle. C'était juste que Sabine et moi avions une énergie différente et qu'elle ne voulait aucune tension le jour de son mariage.
Je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que j'espérais qu'il viendrait dîner le vendredi suivant. Juste lui, juste nous, comme quand nous étions enfants. Il a dit oui immédiatement d'une voix qui s'est presque brisée. Je pense qu'il savait quelque part ce qu'il faisait. Je pense qu'il était seul d'une manière que Sabine ne pouvait pas vraiment combler. Il est venu ce vendredi-là. J'ai refait le pain de maïs de grand-mère. J'ai préparé son plat préféré, qui est le hachis parmentier, que grand-mère m'avait appris à faire avec des restes d'agneau. Il a pleuré un peu quand il l'a senti. Il n'a pas dit pourquoi. Nous n'avons pas parlé du mariage. Nous avons parlé de nos parents. Nous avons parlé de grand-mère. Il m'a dit qu'elle lui manquait tellement qu'il ne pouvait parfois plus respirer. Je lui ai dit que je savais. Avant qu'il ne parte, je lui ai donné une enveloppe scellée. Je lui ai dit qu'elle venait de grand-mère. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de l'ouvrir. Je lui ai dit qu'il pouvait la jeter. Je lui ai dit que je l'aimais, peu importe ce qu'il choisissait. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une lettre que grand-mère lui avait écrite environ 1 an avant sa mort, que Bertram m'avait donnée. Dedans, elle lui disait qu'elle l'aimait. Elle lui disait qu'elle était fière de lui. Elle lui disait qu'elle s'inquiétait au sujet de Sabine. Elle énumérait doucement chaque chose qu'elle avait remarquée, à sa manière tranquille de personne de 86 ans. Les perles, les questions sur l'argent, la façon dont elle avait vu Sabine toucher d'autres hommes lors de la fête de fiançailles quand elle pensait que personne ne regardait. Grand-mère n'avait pas été sénile. Grand-mère n'avait favorisé personne. Grand-mère avait fait attention. J'ai également inclus, non scellé, une copie du dossier que Bertram m'avait donné, le certificat de mariage, les coupures de presse, la photo de Sabine, 3 ans plus jeune avec des cheveux bruns, souriant à côté d'un homme qui serait mort dans les 4 ans. Je ne lui ai pas dit quoi en faire. Je n'ai pas fait d'exigence. J'ai laissé la voix de grand-mère faire le travail. Il m'a appelé à 3 heures du matin. Il sanglotait. Il était dans une station-service à 30 miles de là parce qu'il avait quitté la maison car Sabine l'avait surpris en train de lire le dossier et avait essayé de le lui arracher des mains. Il a dit qu'elle l'avait frappé. Il a dit qu'elle lui avait dit que sa sœur était une femme jalouse et manipulatrice qui dirait n'importe quoi pour l'empêcher d'être heureux, et il lui avait demandé très calmement où elle avait vécu dans le Connecticut, et elle lui avait hurlé que cela ne le regardait pas, et il avait compris. Je suis allé le chercher. Je l'ai ramené à la maison. Il a dormi dans son ancienne chambre, celle de l'autre côté du couloir de la mienne, avec les trophées encore sur la commode. Il a déposé une demande d'annulation des fiançailles. 2 jours plus tard, Sabine s'est présentée à la banque, à son appartement, puis à la maison de grand-mère. Elle s'est présentée en hurlant. Elle lui a dit que je lui avais lavé le cerveau. Elle lui a dit que les véritables volontés de grand-mère étaient violées. Elle lui a dit qu'il était faible. Elle a essayé, d'une voix plus douce, de lui dire qu'elle était enceinte. Elle ne l'était pas. Elle l'avait déjà dit à l'homme du nord de l'État de New York. Selon ce dossier, cela faisait partie de sa stratégie. Owen, mon petit frère, l'homme que j'étais si sûr d'avoir perdu à cause d'elle, l'a regardé dans le parking de la banque où ils s'étaient rencontrés, devant ses collègues, et il a dit, « Sabine, je veux que tu partes. Je ne veux plus jamais te voir. Si tu t'approches de ma sœur ou de ma maison, j'irai voir la police et je leur donnerai tout ce que je sais, y compris certaines choses qui pourraient intéresser un procureur du Rhode Island. » Elle a pâli. Elle est partie. Elle a brièvement essayé de menacer d'un procès. Bertram a répondu à la menace par une lettre très polie qui mentionnait les mots fraude et falsification et registre des mariages interétatiques et proximité immédiate les uns des autres. Nous n'avons plus jamais entendu parler de son avocat, principalement parce qu'il n'y en avait jamais eu. Je ne sais pas où elle est maintenant. Tante Panilla a entendu par un cousin qu'elle était réapparue en Floride environ 4 mois plus tard. Je ne la cherche pas. J'espère qu'elle restera là où elle est. Le mariage, bien sûr, n'a jamais eu lieu. Owen a perdu la compte pour le lieu, qu'il a absorbé sans se plaindre. Il est revenu vivre dans la maison de grand-mère avec moi pendant quelques mois. Pendant qu'il faisait le point sur lui-même, il a commencé à voir un thérapeute pour la première fois de sa vie. Il a rempli les conditions de sa fiducie au printemps dernier et a reçu le premier versement, qu'il a utilisé pour acheter des parts dans la petite entreprise de construction de son collègue, quelque chose qu'il voulait faire depuis des années. Mais Sabine avait détesté l'idée. Il y est doué.
Il y est heureux. Tante Panilla a emménagé avec nous pendant un moment aussi, prétendant qu'elle était fatiguée de Burlington. Elle ne l'était pas. Elle voulait juste être proche. Elle est actuellement dans le salon, pendant que j'écris ceci, en train de tricoter et de crier après un jeu télévisé. J'ai gardé la maison de grand-mère. Je ne la vendrai jamais. J'ai fait refaire la cuisine doucement avec les placards qu'elle avait toujours voulu, ceux qui se ferment en douceur. J'ai planté un potager à l'arrière avec les tomates anciennes qu'elle avait cultivées pendant 52 étés. La recette du pain de maïs est encadrée au-dessus de la cuisinière. Avec une partie de l'argent que grand-mère m'a laissé, j'ai commencé quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, à savoir un petit fonds de soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées de notre comté qui n'ont pas les moyens de se payer des soins privés. À la fin, nous l'avons appelé le fonds Inès Calderon-Bridge. Nous avons aidé 23 familles jusqu'à présent. Le premier patient que nous avons pris en charge était un homme nommé Monsieur Kirpski, qui avait été mon professeur en 5e année et qui est mort paisiblement dans son propre lit 3 semaines plus tard avec sa femme à ses côtés. Sa femme m'a envoyé une lettre que je garde toujours dans mon bureau. Bertram et moi déjeunons le 2e mardi de chaque mois au restaurant. Il commande le sandwich à la viande. Je commande la soupe. Il me raconte des histoires sur ma grand-mère que je n'avais jamais entendues. Il m'a dit le mois dernier que le jour où grand-mère avait signé la fiducie il y a 6 ans, elle s'était levée à la fin de la réunion dans son bureau au-dessus de la quincaillerie et elle avait dit « Birdie, cette fille va s'en sortir ». Elle ne parlait pas de Sabine. Elle parlait de moi. Je pense beaucoup à cela. Je pense à la façon dont ma grand-mère, mourant au ralenti dans son propre lit, dans sa propre maison, dans une petite ville dont personne sur Internet n'a jamais entendu parler, avait discrètement construit un mur autour de moi, brique par brique. Alors que je pensais que j'étais celle qui s'occupait d'elle. Je pense à la façon dont les personnes qui vous aiment le plus sont parfois celles qui font le travail le plus invisible pour vous. Je pense à la façon dont mon frère, que j'ai presque perdu pour toujours, est en bas en ce moment même en train de se disputer avec tante Panilla pour savoir si le candidat au jeu télévisé est un idiot. Et comment je peux entendre son rire à nouveau, le vrai, celui que je pensais que Sabine avait emporté avec elle. Il y a une photo sur la cheminée que grand-mère a prise de nous. Moi et Owen, l'automne après la mort de nos parents. Nous sommes assis sur les marches de son Porsche. Il a 12 ans et porte un sweatshirt trop grand de 3 tailles. J'ai 20 ans et j'essaie d'avoir l'air d'une adulte. Nous nous appuyons l'un sur l'autre parce que nous n'avons rien d'autre sur quoi nous appuyer. Grand-mère a dû prendre la photo de l'intérieur de la porte moustiquaire. Vous pouvez voir un éclat de sa main au bord du cadre. Je regarde cette photo tous les matins et je pense la même chose à chaque fois. La famille, ce n'est pas les gens qui sont présents pour les moments faciles. La famille, c'est la femme qui nous a recueillis à minuit en 1996 et a préparé des croque-monsieur au fromage pendant que nous pleurions. La famille, c'est la grand-tante qui a conduit 4 heures à travers une tempête de neige parce que quelque chose lui semblait anormal. La famille, c'est le frère qui a choisi sa sœur à 3 heures du matin dans une station-service. La famille, c'est l'avocat de 70 ans au-dessus d'une quincaillerie qui a gardé un dossier dans son tiroir pendant 1 an et demi au cas où. Sabine avait tout à l'envers. Elle pensait que le sang faisait de vous une famille et qu'un mariage faisait de vous du sang. Elle avait tort sur les 2 tableaux. La vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus dure. Vous devenez la famille de quelqu'un au moment où vous décidez de tout votre cœur qu'il vaut la peine d'être protégé. Ma grand-mère l'a décidé à mon sujet il y a très, très longtemps. Et à la fin, c'est cette décision qui nous a tous sauvés. Je pense beaucoup maintenant à la façon dont les pires choses de notre vie se mettent en place silencieusement, et à la façon dont les meilleures choses le font aussi. Sabine n'est pas apparue dans notre famille par hasard. Elle est entrée dans une banque à la recherche d'une cible facile, et elle a trouvé mon frère lors d'une mauvaise année, seul, en deuil et un peu honteux de sa propre solitude. Chaque cruauté qu'elle a prononcée à cette table de salle à manger, chaque mensonge qu'elle a tendu par-dessus le pain de maïs de grand-mère, chaque mesure qu'elle a prise de la maison de grand-mère avec un entrepreneur qu'elle avait déjà engagé dans sa tête. Tout cela découlait d'une seule et première décision qu'elle avait prise concernant qui était Owen et à quoi il pouvait lui servir. Les gens vous montrent qui ils sont dans les petits moments, bien avant les moments bruyants. Je l'ai manqué. Owen l'a manqué. Pas grand-mère. Ce que j'ai appris et ce que je veux que quiconque écoute retienne de ceci, c'est qu'être gentil n'est pas la même chose qu'être endormi. J'ai été gentil avec Sabine. Je lui ai appris la recette de grand-mère.
Je lui ai accordé le bénéfice de tous les doutes que j'avais. Et la gentillesse en elle-même ne suffit pas à protéger les personnes que vous aimez. Vous devez être gentil et éveillé. Vous devez remarquer les questions sur l'argent. Vous devez remarquer les photographies de chaque pièce. Vous devez remarquer quand quelqu'un que vous aimez arrête de vous regarder dans les yeux. Grand-mère l'a remarqué. Elle a fait attention pendant qu'elle mourait. C'est le genre d'amour qui sauve réellement les gens. Et il est construit brique par brique à partir de l'attention. J'ai appris aussi que la force ne ressemble pas toujours à des cris. La nuit où Sabine m'a dit que j'étais banni du mariage, je n'ai pas jeté mon assiette. Je ne l'ai pas traitée de menteuse dans la maison de ma grand-mère. Je me suis assise. J'ai attendu. J'ai appelé Bertram le matin. J'ai laissé la vérité faire son travail lent et minutieux. Et Pania m'a appris cela d'un seul regard à travers la table. La vraie force, celle qui tient bon, est patiente. Elle choisit son moment. Elle ne donne pas à l'autre personne la satisfaction d'une scène qu'elle pourra utiliser contre vous plus tard. Elle rassemble ses preuves et elle attend la bonne pièce. Et j'ai appris que la famille est un verbe. Owen, qui s'est presque laissé vendre pour le prix d'un lieu de mariage, m'a choisi à 3 heures du matin dans une station-service, et ce choix importé plus que 30 ans de sang partagé n'aurait jamais pu le faire à eux seuls. Bertram a choisi grand-mère tous les mardis pendant 41 ans. Tante Pania nous a choisis à travers une tempête de neige. Grand-mère m'a choisi en s'asseyant dans le bureau d'un avocat 6 ans avant sa mort et en construisant discrètement un mur autour de la petite fille dont elle savait que le monde pourrait un jour essayer de renverser. La leçon que je porte maintenant dans chaque chambre de patient où j'entre est simple. Soyez honnête. Soyez patient. Faites attention aux personnes qui font attention à vous, et protégez avec tous les outils silencieux que vous avez les personnes qui ne peuvent pas encore voir ce qui arrive. L'avenir s'occupera du reste. Il le fait toujours.